Salut Pauline. Salut Mégane. Salut à toi et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Du coup, cette semaine, on plonge dans un sujet important qui est d'ailleurs un peu méconnu encore, le vaginisme. Le vagi quoi? C'est justement le nom du compte Instagram de notre invitée du jour, Lauriane. Et dans cet épisode, justement, nous allons démystifier le vaginisme en expliquant ce que c'est, les causes potentielles et comment il peut affecter la vie des femmes parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on en sait encore trop peu à ce sujet. À travers cet épisode, tu pourras également entendre le témoignage de Lauriane qui elle-même a souffert du vaginisme et qui a réussi à s'en sortir. Elle partagera donc avec nous son parcours vers la guérison. Mais c'est pas tout, elle va aussi nous parler des ressources qui sont disponibles pour aider les personnes qui sont touchées par le vaginisme. Donc rejoins-nous dans cette conversation qui est importante pour mieux comprendre le vaginisme, offrir un soutien à celles et ceux qui en ont besoin. D'ailleurs, que ce soit les personnes touchées comme les partenaires de ces personnes, parce qu'on n'en parle pas assez, mais lorsqu'on accompagne quelqu'un qui a ce genre de pathologie, c'est pas toujours facile. Reste à l'écoute et découvre comment surmonter cette épreuve et retrouver une vie sexuelle épanouissante parce que c'est quand même super important. N'hésite pas à t'abonner à notre podcast et à le noter sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Tu peux aussi nous trouver sur Instagram, le nom sera dans la barre d'infos. Et en attendant, on te souhaite une bonne écoute. Bonjour Lauriane et bienvenue sur Truc de Meuf. Bonjour, merci. Alors aujourd'hui, on va parler du vaginisme. Et juste avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Du coup, moi, c'est Lauriane. J'ai 23 ans. Donc, jusqu'à maintenant, j'étais dans le domaine du droit. Là, je commence une reconversion en psychosexologie. J'ai souffert de vaginisme, de vulvodynie, de vestibulodynie, donc de facto de dyspareunie, donc qui désigne les douleurs pendant les rapports de manière globale. Donc, j'ai été et je suis toujours une patiente engagée dans ces domaines. Donc, j'ai un compte Instagram depuis 2 ans. J'anime aussi des ateliers thérapeutiques avec une psychosexologue et j'ai sorti récemment un e-book sur le vaginisme. Donc, voilà, grosso modo. On pourra retrouver de toute façon tous les liens vers ton Instagram, ton e-book, tout ça, on le mettra pour les personnes qui veulent en savoir plus. Oui, avec plaisir. Du coup, tu nous disais que toi, tu as souffert de vaginisme. Est-ce que, avant de commencer un peu à nous raconter ton histoire, etc., est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est en quelques mots le vaginisme? Oui, alors le vaginisme, ça consiste en une contraction involontaire, inconsciente et réflexe des muscles du périnée. C'est important de préciser que c'est pas la contraction du vagin ou des muscles du vagin comme on peut souvent l'entendre ou le lire, et que c'est pas la même chose, contrairement à ce qu'on entend aussi parfois. En 2 mots, le périnée, c'est toute une zone qui s'étend donc du pubis au coccyx, et donc qui va avoir une forme de hamac en fait, et qui soutient les organes. Il a plusieurs fonctions, et une d'entre elles, c'est une fonction sexuelle. Donc le vaginisme, il implique que la pénétration vaginale, elle est difficile, voire impossible, lors de certaines tentatives de pénétration ou lors de toutes les tentatives, ça dépend. On en parlera un petit peu plus tard, un peu plus en détail. Mais voilà, grosso modo, pour le définir, c'est ça. C'est vraiment cette contraction réflexe qui va avoir un impact sur la tentative de pénétration. Et est-ce que c'est une pathologie qui touche beaucoup de femmes en France? Est-ce qu'on a des chiffres un peu là-dessus? Il y a des chiffres. Moi, je pense à titre personnel que ça ne reflète pas du tout la réalité. On a pu lire pendant longtemps que ça touchait 1% des femmes. Pour être au plus près des personnes concernées, je pense pouvoir dire que c'est pas le cas. Les chiffres sont constamment revus. Il y en a d'autres qui sortent. Maintenant, ça varie un peu plus, mais très honnêtement, j'ai l'impression de jamais lire la même chose, donc je préfère pas articuler de chiffres. Par contre, on commence à dire que le vaginisme, ça représenterait entre 6 à 15% des consultations en sexologie. Donc voilà, c'est un peu plus spécifique, mais c'est un des chiffres qui change pas, je crois. Donc on peut dire ça. Mais c'est vrai qu'entre le tabou, l'errance médicale, etc., selon moi, on n'a pas encore les vrais chiffres. Ok, mais c'est vrai que toi, Pauline, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, jusqu'à il y a pas très longtemps, j'en avais jamais entendu parler. Donc effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup d'errance médicale sur le sujet. Donc c'est vrai qu'on peut pas avoir des chiffres très concrets. 1%, je pense qu'on est très très loin du compte. Hein. Oui, je pense aussi. Et oui, ce que je voulais dire, voilà, c'est qu'on en parle en fait de plus en plus. Et en fait, je pense que c'est un des sujets parmi les troubles dans la sexualité, etc., dont on parle le plus. Pas toujours en termes corrects, malheureusement, mais donc ça vient, mais effectivement, c'est, je pense, encore assez inconnu. Et du coup, beaucoup d'errance personnelle aussi, l'air de rien, parce qu'il y en a pas beaucoup qui
consultent, en tout cas pas très vite, ça dépend. Mais voilà, on a encore cette thématique-là, ça revient au tabou finalement. Et puis je pense que c'est lié aussi, tu sais, à tout ce qui touche à la sexualité de la femme. Être une femme, quand on a ses règles, c'est normal. Quand on a des rapports sexuels, il y a quelque chose de presque normal aussi. Et on banalise beaucoup ce type de problématique parce qu'on se dit, oui, c'est comme pour tout le monde. Alors que, non, justement. Ouais, alors on entend beaucoup c'est normal d'avoir un peu mal, faut un petit peu forcer, un peu se détendre et puis c'est bon. Donc non, c'est problématique, très clairement. Et du coup, tu disais que c'est des contractions qui sont involontaires. Ça veut dire que c'est une pathologie qui est psychologique. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est mécanique ou c'est quelque chose qui vient de notre inconscient, de comment on se sent, comment ça fonctionne. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu? En fait, le vaginisme, il va faire intervenir donc la notion du psychosomatique, c'est-à-dire effectivement, dans la très grande majorité des cas, ça vient d'une origine plutôt psychologique et en fait, qui va avoir des répercussions sur le physique. Après, c'est important de préciser que ça veut pas dire que c'est dans la tête des personnes, que c'est entre guillemets juste une peur, etc. Ça a des vraies répercussions physiques et c'est aussi un aspect à prendre en compte à part entière dans le vaginisme. Mais effectivement, c'est quelque chose qui mêle les deux aspects en fait. Et c'est psychologique dans le sens que oui, il va y avoir un mécanisme et ça peut être mécanique dans le sens qu'il y a quand même une réaction mécanique. Donc en fait, on a vraiment les deux. Et mais il y a une grosse partie d'inconscient, effectivement. Et du coup, qu'est-ce qui peut déclencher un vaginisme? Et c'est très varié, c'est-à-dire qu'il y a autant de causes que de personnes concernées, si on veut. C'est-à-dire on pourra jamais faire une liste complète. On peut donner des exemples. On retrouve très souvent tout ce qui est éducation taboue ou stricte sur la sexualité, une mauvaise image de la sexualité. On peut retrouver aussi si on a eu des douleurs, donc hors vaginisme, mais d'autres douleurs dans la sexualité, et en fait qui vont appeler le corps à se protéger. Donc il y a ce mécanisme de défense qui va se mettre en place, c'est possible. Il y a quelque chose qu'on entend souvent, et ça me permet de mettre un petit coup de pied dans une idée reçue. On entend souvent que quelqu'un qui fait du vaginisme aurait forcément subi un abus sexuel. Un événement marquant ou un traumatisme d'ordre sexuel, ça peut être une cause, mais en fait, c'est de loin pas toujours le cas. Et en fait, ce genre de propos, ce genre de généralité, ça peut faire beaucoup de mal. D'une part, parce que des personnes qui n'ont pas forcément un vaginisme dû à un traumatisme ou un événement marquant sexuel peuvent en fait se persuader que c'est le cas, parce qu'on va beaucoup l'entendre aussi de la part de professionnels, que c'est forcément lié à ça, qu'on l'a peut-être oublié, etc. Donc en fait, en tant que patiente, des fois, on finit par se convaincre du fait que c'est le cas, ce qui va empirer après tout le reste, mais voilà. Et puis, il y a un autre aspect, c'est-à-dire les personnes qui ont peut-être un vaginisme pour une autre cause vont en fait se délégitimer. C'est-à-dire qu'elles vont penser « Ah, mais j'ai un vaginisme, mais je me sens pas très légitime parce que j'ai rien vécu de traumatique. » Je l'entends assez souvent, cette phrase. Et en fait, il n'y a pas de hiérarchie à faire, mais vu qu'on entend souvent cette idée, ça a en fait un tas d'impacts. Mais du coup, c'est important de dire que voilà, ça peut être une cause, oui, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas moins légitime pour autant, etc. Voilà, donc quelques causes possibles. D'ailleurs, un événement marquant ou un traumatisme qui n'est pas sexuel peut aussi avoir un rôle dans un vaginisme. Donc en fait, c'est assez varié. C'est assez personnel, d'accord. Et du coup, ça veut dire que si on ne trouve pas la cause, est-ce qu'on peut quand même soigner le vaginisme ou pas? Ou est-ce qu'il faut régler justement ce qui a pu le déclencher? Un peu des deux, c'est-à-dire que c'est bien si on met le doigt sur la cause, mais en fait, et je pense que c'est un discours qu'on a de plus en plus du côté des sexologues, c'est qu'en fait, faut pas non plus avoir une sorte d'obsession à la cause. C'est-à-dire que des fois, on va peut-être pas mettre le doigt sur un truc qui aurait pu déclencher, et en fait, souvent, ça peut même être multifactoriel. Il y a plusieurs choses qui peuvent jouer un rôle et qui, en fait, tout mis ensemble, ont causé ça. Donc, en fait, et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les sexothérapies, on va peut-être travailler sur la cause, mais peut-être juste sur quelque chose, des éléments d'ensemble et les répercussions que ça peut avoir aussi. Donc voilà, je pense que ça change aussi avec les connaissances qu'on a du sujet. Si on arrive à mettre le doigt dessus, c'est très bien parce qu'on peut travailler dessus, mais je pense que faut pas qu'on considère que c'est une catastrophe si on n'y arrive pas. Parce que voilà, des fois, ça peut être des choses entre guillemets toutes bêtes qui nous paraissent anodines et en fait qui ont eu un rôle dans l'inconscient. Donc voilà, question un peu compliquée. Je pense qu'il y a les deux aspects toujours. Oui, ce que tu veux dire, c'est que même si on n'arrive pas forcément à mettre le doigt sur la cause, on peut tout à fait soigner un vaginisme et le traiter quand même. On est accompagné pour et normalement,
Je dis normalement parce qu'on a de tout hein, dans les professionnels de santé, mais on ne devrait pas jeter l'éponge juste parce qu'on n'arrive pas à mettre le doigt sur la cause en fait. On a vraiment des manières d'agir différentes et voilà. Je pense qu'il ne faut pas se paniquer si on n'arrive pas à mettre le doigt sur la cause. Et du coup, quels sont les traitements, les techniques, les méthodes, les moyens que tu as ou que les autres professionnels peuvent avoir pour soigner un vaginisme? Et ben, du coup, on va avoir une approche pluridisciplinaire, vu que ça mêle deux aspects, physique, psychologique. On peut citer en premier lieu, c'est souvent ce vers quoi on oriente, donc en premier pour le côté plus physique. C'est la rééducation périnéale, donc avec un ou une kiné ou sage-femme, mais qui sont formés et spécialisés, c'est important. Il y a des annuaires pour ça d'ailleurs. Par exemple, celui de Périnée Bien-Aimé, de Vulpae. Enfin voilà, il y en a plusieurs qui répertorient les pros de santé vraiment aptes à prendre en charge ce genre de troubles. Et c'est important parce que sinon, ça mène à des prises en charge vraiment pas adaptées. Donc voilà, la rééducation périnéale, c'est souvent une des premières choses qu'on conseille. Ça va être une approche assez globale. Le but, ça va être de prendre conscience de son corps, de l'état de tension, de la capacité de relâchement, etc. On va avoir plusieurs méthodes, c'est-à-dire qu'on va agir, oui, sur le périnée, de le détendre, etc., mais aussi sur les zones qui l'entourent. En fait, il ne faut pas oublier que le périnée, il est connecté à plein de zones, le bassin, les fessiers, etc., donc il faut aussi les prendre en compte. On va pouvoir avoir le rôle de la respiration, on a des visualisations, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses à mettre en place. Des massages, des étirements, souvent, on entend parler de l'exercice de contracter-relâcher pour justement en fait se rendre compte de la contracture et pouvoir après apprendre à le relâcher. C'est clair que c'est utile. Par contre, il faut faire un petit avertissement selon moi. C'est-à-dire qu'on le recommande un peu à toutes les sauces, cet exercice. Parfois déconnecté de tout suivi. Et le problème, c'est que si on le fait pas correctement, si en fait on s'est tellement contracté qu'on n'arrive pas tellement à relâcher, etc., ça va peut-être pas du tout être utile, voire en fait parfois aggraver les symptômes. Donc voilà, c'est important de faire un petit peu le tri et c'est pas toujours évident, en vrai. L'importance d'être accompagné par des personnes qui sont formées pour accompagner oui. les personnes qui souffrent de vaginisme. Oui, c'est ça. Comme ça, elles peuvent l'inscrire dans un suivi général et pas se baser que là-dessus, parce que c'est clair qu'il faudra d'autres approches aussi. Et pendant qu'on est dans les avertissements, on va dire, malheureusement, des fois, il y a encore des approches un peu schématisées et ça arrive que certains professionnels procèdent à la rééducation périnéale avec une sonde biofeedback. Et pour les cas de vaginisme, c'est vraiment pas indiqué. Ça, je tiens à le préciser parce que, du coup, par définition, on va pas forcer l'intromission de quelque chose pour aller mieux. Donc voilà, ça, je voulais aussi le dire. Donc voilà, rééducation périnéale, c'est assez large. En réalité, ça va aussi dépendre de la personne, etc. On a aussi l'ostéopathie. On n'en parle pas beaucoup. Pourtant, ça peut être assez bénéfique et ça peut être rassurant en cas de vaginisme parce que, alors, légalement parlant en tout cas, en France, les ostéopathes devraient faire que des manipulations externes, en fait. Donc, en fait, plutôt rassurant. Après, des manipulations internes sont possibles, elles sont effectuées, mais en fait, techniquement, c'est illégal. Donc voilà, ça c'est encore toute une autre question, mais le cadre doit bien être posé. Et l'ostéopathie, elle prend vraiment le corps dans sa globalité. C'est une approche vraiment très globale et ça permet justement, comme je le disais, vu que le périnée est connecté à plusieurs zones, de vraiment les prendre en compte, le bassin, même le diaphragme. Des fois, il y a même la mâchoire, etc. De vraiment voir le corps dans sa globalité. Parce que tu veux dire qu'il y a des ostéopathes qui, du coup, pénètrent en fait les patientes avec leurs mains, etc., pour manipuler à l'intérieur. Oui, c'est ça. Il y a certaines manipulations. Alors, moi, je m'y connais pas en ostéopathie médicalement parlant, hein, mais effectivement, il y a des manipulations qui peuvent avoir vraiment des bénéfices. Mais voilà, vu que le cadre légal est posé comme ça en France et que techniquement, ils n'ont pas le droit s'ils n'ont pas de formation, par exemple de kiné, etc., en parallèle, faut vraiment que ce soit au clair. Mais effectivement, ça peut avoir des bienfaits, oui. Ensuite, on trouve aussi, et on en parle de plus en plus, la Techer-thérapie. C'est une méthode qui utilise un courant à haute fréquence et en fait qui vise à stimuler l'activité cellulaire. Donc ça a plusieurs effets, mais entre autres, ça peut amener justement une détente. Donc ça peut vraiment aider à redonner un peu d'élasticité et à détendre la zone.
Donc la thérapie, en fait, ça peut être externe comme ça peut être interne, mais c'est-à-dire que tant qu'on se sent pas à l'aise de faire de l'interne, on peut faire de l'externe, c'est pas un problème. Donc ça aussi c'est pas mal et ça peut être rassurant. Ensuite, quelque chose qu'on retrouve beaucoup, et je pense que c'est sûrement la chose dont on entend le plus parler, à tort ou à raison, ça dépend, mais c'est l'utilisation des dilatateurs vaginaux. Ils sont très bien, je ne dis pas le contraire. Par contre, c'est pas un passage obligé. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on les vend un peu comme la seule solution, la solution obligée, et que des fois, on n'est pas prête à les utiliser, que ce soit physiquement ou psychologiquement, et c'est pas grave. C'est pas pour ça qu'on va jamais réussir à aller mieux. Le principal, je pense que c'est de pas se forcer, et c'est, je pense, vraiment très important. Donc oui, des professionnels avec lesquels on se sent en confiance et à l'aise aussi, parce que je suppose que tous les professionnels effectivement se valent pas, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en plus pas prises en charge. J'imagine qu'il faut, ça coûte un peu d'argent, donc il faut quand même trouver les praticiens avec lesquels tu te sens bien si tu as besoin d'être accompagné d'un traitement. Oui, exactement. Alors effectivement, il n'y a pas tout qui est pris en charge, donc c'est aussi un sacré sujet. Les dilatateurs, alors déjà, ils sont pas pris en charge quand on les achète, mais ils peuvent s'utiliser seuls. Mais on en revient toujours à la même chose en fait. Si on n'est pas dans le cadre d'un suivi, si on fait pas ça sur conseil d'un professionnel, on peut des fois les utiliser pas comme il faudrait, donc ça va pas être efficace. Voilà, ça peut avoir en fait un tas d'impacts, donc à réfléchir quand même. Donc voilà, pour avoir fait un peu le tour pour l'aspect physique, c'est ce que je citerais. Après, on va voir tout ce qui est aspect psychologique. Donc, moi, une des choses principales que je recommanderais, c'est consulter un ou une sexologue formée. Je dis ça parce que il y a des régions où c'est très mal réglementé. En France, notamment, c'est le cas. On peut avoir de tout dans les formations de sexologue, donc sexologue ou sexothérapeute d'ailleurs. Donc, faut un peu faire attention à ça et c'est pas toujours évident en tant que patiente. D'ailleurs, c'est quoi la Donc différence voilà. entre un sexologue et un sexothérapeute? Très honnêtement, je me pose toujours la question à l'heure d'aujourd'hui. Non, mais c'est parce que euh, si on veut chercher l'info, on nous dira. Moi, en tout cas, quand j'ai cherché l'information, on m'a toujours dit quelque chose de différent. Donc au final, j'étais encore plus perdue après. Donc, donc pour moi, c'est pas du tout clair. J'ai pas eu les mêmes sons de cloche selon les personnes à qui je demandais, selon les sites où on cherche, etc. Donc encore une fois, je pense que ça a contribué au flou qu'on a autour de tout ça. Donc voilà. Ensuite, ce qui est aussi assez utile, c'est l'hypnose. Et d'ailleurs, il y a pas mal de sexologues qui commencent à le faire en parallèle, en fait. Et je trouve très très intéressant de le faire avec quelqu'un justement qui est spécialisé dans le vaginisme. Donc l'hypnose, ça va justement travailler sur l'inconscient, qui a une énorme place, comme on l'a dit, en cas de vaginisme. Donc ça peut être très intéressant. Après, bien sûr, faut pas faire des généralités. Chaque personne est différente. Ça, je l'ai pas encore précisé, mais ça se peut qu'une personne soit plus réceptive qu'une autre à une méthode ou à une autre. C'est pas grave. Mais voilà. Et puis, on peut encore citer le MDR. Par contre, ça va pas correspondre à tout le monde, mais on peut l'envisager. Et l'idée, ça va être d'agir sur les traumatismes et les émotions associées par le mouvement oculaire. Donc, en fait, on travaille directement avec le cerveau. Donc, ça peut être pas mal aussi. Et puis, on trouve plusieurs autres approches complémentaires, en fait, que ce soit la kinésiologie, la sophrologie, il y a l'EFT aussi, enfin qui vont agir sur les émotions, etc., qui ont aussi une grande place. Je les détaille peut-être. Juste L'EFT, oui, c'est alors c'est un terme en anglais et là je l'ai pas en tête, surtout que j'ai un accent. Voilà. Mais en gros, la technique consiste à tapoter ou avoir une pression, non, je crois que c'est tapoter, sur certaines zones et c'est en lien avec les méridiens, donc approche énergétique. Et en fait, le concept, ça va être d'identifier une émotion, de la relier à un point dans le corps et en fait, au fur et à mesure qu'on en prend conscience, etc., ça va l'apaiser. Donc c'est quelque chose d'alternatif et c'est vraiment une méthode complémentaire. On va pas recommander ça tout seul, mais ça peut être utilisé pour calmer les émotions. Oui, je voulais juste appeler à vigilance sur certaines choses, parce qu'en fait, on voit fleurir certaines choses autour du vaginisme. Des promesses miracles, en fait, si on veut, des programmes de guérison, de guillemets, ou même les injections de Botox. Sur le papier, on peut dire que c'est bien, et puis en fait, on parle pas tellement, par exemple pour le Botox, des effets à long terme. On prend pas en compte la composante psychologique, donc
voilà, selon moi, pas tant que ça, et il faudrait vraiment plus y réfléchir, avoir plus de recul avant de le recommander. Parce que du coup, Et puis, c'est s'injecter du Botox dans le vagin, c'est ça? alors c'est pas dans le vagin, c'est en certains points du périnée, donc en externe, normalement. Et le Botox, il faut savoir qu'à long terme, en fait, ça peut affaiblir la musculature. Donc c'est pas du tout ce qu'on recherche sur le Ah oui, périnée. d'accord. Donc, donc voilà. Mais, et puis voilà, les injections, déjà, c'est invasif, donc c'est pas du tout ce qu'on recherche. Et comme je dis, ça prend pas du tout en compte la composante psychologique. Si tu veux forcer les muscles à se détendre, mais qu'après le mécanisme est toujours là, ben ça va rien changer. Donc moi, j'ai plutôt très honnêtement eu des retours où ça ne changeait rien. Et donc voilà, juste de l'argent perdu et quelque chose mis dans le corps qui n'était pas forcément nécessaire à ce moment-là. Enfin voilà, en gros, le gros défi, je pense que c'est de trouver les professionnels adaptés qui nous conviennent, à l'écoute, etc. C'est souvent le cas hein, dans les pathologies qui touchent les femmes. Ouais. C'est souvent la grosse problématique. Oui, c'est ça. Et là, dans le cas du vaginisme, mais vraiment dans d'autres domaines, enfin d'autres thèmes aussi, c'est des fois on va tomber sur certains professionnels qui n'ont aucune idée de comment agir sur le vaginisme, ou alors d'autres qui vont avoir une approche très schématique en fait qui va pas nous aider du tout ou pas nous aider assez du moins. Et en fait, ce qui est difficile en tant que patiente, c'est on peut pas toujours identifier que c'est pas adapté si on connaît pas trop et vu qu'on n'en parle pas forcément encore beaucoup. Non, c'est vraiment un peu compliqué. Et en fait, en soi, sur le papier, on a les solutions à notre portée. Il y en a, on le prend de mieux en mieux en charge, le vaginisme. Mais en fait, c'est parfois l'accès à ces solutions, par exemple selon les régions. Moi, j'entends souvent que selon les régions, on trouve pas trop de pros. Et la mise en œuvre aussi, donc c'est-à-dire vraiment être formé à fond sur le sujet et avoir vraiment une approche globale à proposer, ce qui est assez important. Toi, tu avais souffert de vaginisme. Comment tu as pu te soigner? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, j'ai commencé par de la rééducation périnéale. J'en ai fait pendant à peu près 1 an et demi et vers la fin, j'ai utilisé aussi des dilatateurs moi-même, donc en exercice solo. Donc, au bout de ces 1 an et demi à peu près, il me semble, je faisais plus de vaginisme, les pénétrations étaient possibles, il y avait plus de douleur ou quasiment pas, etc. Donc c'était très bien. Par contre, j'avais rien fait pour l'aspect psychologique, donc ça a pas manqué, c'est revenu. Et c'est revenu assez fort, donc pénétration de nouveau pas possible, etc. Donc pas très facile à accepter sur le coup. Donc j'ai entamé un suivi psychologique avec une psychosexologue qui pratiquait aussi l'hypnose du coup. L'hypnose, moi, m'a bien parlé comme approche. Et je l'ai vue pendant à peu près 3 mois, je pense, oui. Et du coup, ça m'a de nouveau apaisée, c'était très bien. Après, j'avais pas retrouvé l'aisance que j'avais avant. Et en fait, fallait un peu retravailler la mobilité parce que c'est-à-dire que physiquement, il y avait de nouveau eu un mécanisme de douleur, etc. Mais globalement, ça m'avait aidé. Par contre, ça a recommencé un peu à revenir de manière chronique. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait encore quelque chose à creuser. Le déclic s'est fait il y a pas très longtemps. Depuis, j'ai plus de vaginisme à proprement parler. Forcément, il faut refaire toute la mobilité, encore une fois. Donc travail avec kiné en rééducation périnéale. Je fais aussi donc avec ma kiné en fait un travail sur l'aspect viscéral. Plutôt au niveau du ventre, etc., qui a aussi en fait un énorme impact. Et ça, on le dit vraiment pas beaucoup. Mais pour le coup, moi, ça m'aide énormément. Et du coup, voilà. Donc, maintenant, c'est plutôt positif. C'est résumé en quelques phrases. Et aussi, quelque chose que j'ai pas précisé, c'est que pendant la rééducation périnéale, j'ai fait vraiment plusieurs méthodes. C'est-à-dire que je parlais de t'écart-thérapie avant, j'en ai fait. Ça passe par des massages, autant externes, donc externes sur le périnée, mais aussi sur tout ce qui est fessier, adducteur, etc. Moi, je faisais aussi beaucoup d'étirements toute seule à la maison. C'est vraiment un peu toute une routine qui s'est mise en place, un énorme rôle de la respiration. Enfin voilà, j'ai vraiment commencé à mettre une approche très très globale, donc autant au niveau des professionnels que je consultais, mais aussi toute seule. Je prenais énormément de temps pour ça. Trouver une routine qui nous convient en fait, finalement. Ça sera pas forcément la même pour tout le monde. Et puis voilà, donc maintenant plutôt positif. En tout cas, il y a plus de vaginisme à proprement parler, plus de blocage, de contraction réflexe, etc. Donc c'est très bien. Après, il faut savoir aussi, comme j'ai dit, vu que je faisais aussi tout ce qui est vestibulodynie, etc., il y a aussi un rapport à la douleur un peu différent. Mais non, pour l'instant, c'est très positif. Voilà, un travail à faire encore sur la mobilité pour un peu redonner
le coup de pouce qui manque, je pense, assez honnêtement. Mais non, c'est très positif. Après, voilà, je le résume très vite, mais c'est quand même des années de parcours, donc c'est des fois un peu dur de garder la persévérance, le courage, etc. Mais je pense que ce qui est important de préciser, peut-être un peu facile à dire avec le recul, mais voilà, je tiens quand même à le préciser, c'est qu'en fait, au final, on y arrive. Mais voilà, sur le chemin, etc., des fois, c'est un peu dur de regarder plus loin. Oui, forcément. D'ailleurs, je me demandais juste, comme tu sais, c'est des contractions et que ton périnée est affecté, est-ce que quand tu souffres de vaginisme, tu peux avoir des problématiques si tu veux des enfants, tomber enceinte, accoucher? Est-ce que ça peut avoir, enfin, la pathologie peut avoir un impact? Alors, ça dépend dans quel sens on l'entend. Bien sûr, il va y avoir une composante et on va y penser si on est atteinte de vaginisme, parce que déjà, pour la conception, une question va se poser. C'est-à-dire que si on est à un point du vaginisme où on peut pas avoir de pénétration, forcément, on va avoir des questions qui vont venir par rapport à la conception. On mentionne souvent des alternatives. Après, en réalité, moi, je pense qu'il faudrait plus les discuter parce que directement, on va sur, par exemple, les méthodes de procréation médicalement assistée. Sauf qu'en fait, il y a aussi des actes pénétratifs. Donc, quelque part, on ne résout pas totalement le problème. À part si, effectivement, imaginons, c'est un vaginisme qui se manifeste que pendant les rapports et peut-être pas dans les actes médicaux. Ça peut peut-être être une solution, effectivement. Après, on mentionne d'autres alternatives qui peuvent des fois marcher. Je dis pas le contraire. Moi, j'ai déjà eu des retours de personnes pour qui ça avait marché. Par exemple, on parle de l'insémination artisanale, donc avec la pipette, c'est-à-dire récolter le sperme et en fait l'introduire soi-même en période d'ovulation, etc. Après, les résultats sont assez aléatoires et ça, je pense qu'il faut le dire aussi. Mais voilà, ce genre d'alternative. Ensuite, pour ce qui est, par exemple, mécanisme d'accouchement, c'est une question qui se pose dans le sens qu'on peut avoir l'impression, vu que rien ne peut rentrer, est-ce que ça va sortir? En fait, c'est important de préciser que les deux mécanismes ne sont pas du tout pareils. D'accord. Donc en fait, il est possible pour une personne qui fait du vaginisme ou qui en a fait d'accoucher totalement. C'est pas un problème, mais par exemple, s'il y a une hypertonie du périnée, des fois c'est associé assez souvent. Il faut bien travailler sur le relâchement, etc. Il faut bien être accompagné pour avoir les bons réflexes et ne pas en fait prendre le risque de subir des blessures en fait pendant l'accouchement. Comme une personne qui ne fait pas de vaginisme pourrait y être exposée d'ailleurs. Et du coup, c'est bien peut-être de le spécifier à l'équipe médicale qu'on en a souffert ou qu'on en souffre pour être accompagné au mieux pendant la oui, et je pense même pour être rassuré soi-même, l'air de rien, finalement. Ouais, et quelque chose qui se retrouve aussi, c'est que les personnes qui font du vaginisme ont souvent peur des violences obstétricales pendant l'accouchement, parce que forcément, on peut déjà en avoir subi quand on fait du vaginisme, donc c'est un peu compliqué. Donc en fait, bien sûr, ça pose des questions par rapport à la grossesse, à l'accouchement. D'ailleurs, j'ai pas spécifié, mais on a aussi souvent peur par rapport au suivi de grossesse. C'est-à-dire qu'on a un peu cette image de suivi de grossesse avec que des actes pénétratifs, alors que c'est pas forcément le cas. Même quasiment pas en fait en réalité, si je me trompe pas. Donc voilà, forcément il y a beaucoup de questions qui surgissent, mais c'est pas insurmontable, si je peux dire ça comme ça, dans le sens qu'il y a des solutions. Et en fait, par exemple pour la thématique de la conception, on a des solutions à s'apporter pour apaiser le vaginisme ensuite et ensuite envisager une conception. Donc c'est pas impossible. Après, des fois ça prend du temps, on n'a pas accès, comme j'ai dit, etc. Donc c'est vraiment une question qui se pose. C'est des peurs qui sont là et je pense qu'on n'en parle tellement pas que forcément ça les apaise pas parce qu'on trouve la réponse nulle part et voilà. Et d'ailleurs, on a parlé de la grossesse, mais un peu avant ça, il y a aussi la question de la sexualité dans le couple. Comment tu peux surmonter ça en couple? Comment tu abordes ce sujet qui peut, j'imagine aussi, nuire complètement à ta vie de couple, en fait, tout simplement? Oui, en fait, ça dépend. On entend de tout dans les couples, c'est-à-dire qu'on n'a pas... Pour le coup, j'ai plutôt parlé des partenaires. Les partenaires n'ont pas tous la même ouverture d'esprit, la même tolérance, etc. Donc on entend vraiment de tout. Et c'est compliqué. En fait, c'est pas inné d'accueillir un vaginisme dans une relation, que ce soit pour la personne concernée ou pour le ou la partenaire. Ça, c'est sûr. Par contre, ça s'apprend. Souvent, moi, je trouve que c'est facilité quand on est entouré par des professionnels. L'air de rien, rien que pour en fait expliquer au ou à la partenaire. Des fois, les professionnels ont des mots plus neutres, plus faciles, etc. C'est leur métier finalement aussi d'expliquer en termes compréhensibles. Et même nous, des fois, on comprend pas tout de suite ce qui nous arrive, etc. Après, ce qui est hyper important,
dans un couple, alors on le dit tout le temps et c'est plus complexe en pratique qu'en théorie, mais c'est de communiquer. Ça aussi, c'est pas inné, mais c'est vraiment super important finalement parce qu'on va aller nulle part si on communique pas, si chacun reste dans son coin avec ses incompréhensions et ça s'envenime petit à petit. Et quelque chose qui va être super important, c'est en fait de recentrer de recentrer la sexualité, justement pas sur la pénétration, sur en fait une sexualité plaisante pour tout le monde. Et en fait, ça va être vraiment primordial et c'est des fois difficile à entendre pour la personne concernée, pour le ou la partenaire, les deux, et c'est compréhensible à plusieurs niveaux. Mais ça va vraiment être une des choses principales parce qu'en fait, si on met pas la pénétration sur pause et qu'il y a des douleurs, qu'il y a des blocages, qu'il y a de l'incompréhension, de la frustration, etc. En fait, ça petit à petit, ça va avoir un impact sur l'intimité, donc qui n'est pas forcément que sexuel, mais ça va petit à petit avoir un impact. Il y a un cercle vicieux qui se met en place et peut-être que petit à petit, il peut même y avoir une stratégie d'évitement, c'est-à-dire que la personne qui souffre de vaginisme va même plus vouloir le moindre contact par peur en fait que ça mène à un rapport, à un contact intime, etc. Que ce soit avec ou sans pénétration. De peur à ce que ça mène à une pénétration, à des douleurs, à un blocage, etc. Donc c'est vraiment hyper primordial. Et pas culpabiliser non plus, parce que j'imagine que Oui. c'est toi qui souffres, mais c'est toi qui te sens responsable d'un truc qui n'est pas de ton fait. Oui, exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très compliqué. Et on en revient à l'importance peut-être de consulter si on en a la possibilité. Parce que justement, par exemple, la consultation de sexologues, ils sont là aussi pour parler de ces répercussions, de ces émotions qui peuvent vraiment être très, très lourdes à porter. Et du coup, du côté des partenaires, est-ce que on peut se retrouver, comme tu le disais, un peu démunis face à ce type de pathologie? Est-ce qu'il y a des choses que eux peuvent aussi mettre en place pour peut-être aider, soulager, mieux accompagner leurs partenaires qui auraient du vaginisme, justement? Oui, je pense que le soutien, il a toute son importance et ça peut passer par beaucoup, beaucoup de choses. Rien que si la personne concernée le veut, bien sûr, mais accompagner au rendez-vous ou aider dans la démarche de prendre les rendez-vous, de trouver les professionnels. Moi, des fois, sur mon compte, j'ai des partenaires qui me contactent et je trouve toujours ça très, très bien parce qu'ils se renseignent de leur côté et ça montre quand même un investissement. C'est des choses toutes bêtes, on va dire, mais que tout le monde ne pense pas à faire et c'est pourtant des gestes qui peuvent beaucoup compter. Après, on va retrouver tout ce qui est écouter la personne, donc ne pas la culpabiliser, ça va être assez principal. Après, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de parler de ses émotions. Mais en fait, faut pas tomber dans la culpabilisation. C'est la seule différence. Et soutenir, on peut demander de temps en temps si par exemple la personne a des rendez-vous médicaux, si ça l'aide, etc. Mais sans être insistant en disant c'est quand qu'on peut faire la pénétration. Enfin voilà, c'est toutes des nuances en fait. C'est vraiment tout le temps des nuances. Et je pense que c'est un équilibre qui peut être difficile à trouver. Et je pense que ça va dépendre aussi des personnes. Il y a certaines personnes concernées qui vont pas forcément avoir envie de beaucoup en parler. À l'inverse, il y en a d'autres qui vont avoir besoin de beaucoup en parler. Donc, je pense qu'il faut aussi voir ce que la personne a besoin. Oui, c'est au cas par cas finalement et s'adapter avec la personne avec qui on est en face de nous. Oui, c'est ça. Et surtout, en fait, réaliser que il peut y avoir une phase où la personne concernée est pas prête à en parler, pas prête à chercher de l'aide. Et ça, c'est très dur, je pense, mais c'est à respecter. C'est-à-dire que la personne n'est pas encore à un moment où elle se sent prête à le faire. Et ça peut être frustrant, on peut ne pas comprendre, mais en fait, on peut rien forcer à ce moment-là. Mais ça passe par beaucoup de bienveillance, d'écoute, de présence. En fait, c'est être là et attendre que ce soit le bon moment pour développer son soutien, on peut dire ça comme ça. Et d'ailleurs, est-ce que quand on se sent prêt, si on a besoin peut-être, d'échanger avec d'autres personnes qui ont le même problème, il existe des associations ou pas du tout? Alors des associations, alors bien sûr, celles qui mettent en place d'ailleurs les annuaires, il y en a. Donc j'ai cité Périnée Bien Aimée, qui est donc spécialisée dans les douleurs, etc. Il y a les clés de Vénus aussi. Donc bien sûr, ça existe. Il y a aussi plusieurs choses qui se mettent en place avec les réseaux, gentiment maintenant, vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui en parlent. Donc ça fait qu'il y a des communautés où on peut parler entre nous, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Par exemple, on a mis donc avec une personne que je connais, on a mis en place un Discord, donc où les personnes concernées peuvent venir discuter. Donc il y a des places maintenant où on peut aller un petit peu échanger avec les personnes concernées. Ouais. Et du coup, tu nous disais tout à l'heure que c'était pas forcément pris en charge, pas forcément remboursé, enfin que c'était un coût en tout cas de se faire accompagner, soigner, etc. Concrètement, là maintenant, qu'est-ce qui est remboursé, qu'est-ce qui est pris en charge, comment ça se passe en termes
de remboursement de soins, ouais, financier, parce que, mine de rien, si ça a un coût, qu'est-ce qui est pris en charge, en fait? Oui, alors, la principale chose qui est prise en charge, c'est la rééducation périnéale. Quand elle est prescrite, normalement, c'est pris en charge à 100%. Après, il y a des différences, je crois, selon les mutuelles, selon les assurances, etc., selon les pays. Enfin bref, il y a plein de différences. Mais voilà, ça, c'est la chose principale qui doit être prise en charge parce que c'est prescrit par un médecin, finalement. Hein. C'est quelque chose qui se fait prescrire par un gynéco, un médecin généraliste, etc. Tout ce qui est médecine alternative, bien sûr, c'est un peu plus compliqué. Tout ce qui est hypnose, EMDR, je pense aussi, je suis en train de réfléchir, j'ai un doute, mais je pense aussi. Les sexologues, c'est aussi un peu compliqué. Encore une fois, ça peut dépendre des mutuelles, mais les principaux retours que j'ai, c'est que c'est pas pris en charge et que c'est de sacrés coûts. Il suffit qu'on veuille une séance par semaine et ça peut nous faire un beau budget déjà, rien que ça. Donc, non, c'est très très vite en fonction de ta mutuelle et de ce qu'elle rembourse, quoi. C'est ça, l'ostéopathie c'est pareil, c'est pas forcément remboursé. Encore une fois, je pense que ça peut dépendre des mutuelles, mais généralement on trouve plutôt des personnes qui disent je dois tout prendre en charge, quoi. Donc non, c'est un sacré budget et ça se retrouve dans pas mal d'autres sujets finalement qui ont trait aux douleurs dans la sexualité. Donc c'est une réelle question, ouais. Alors si ça te va, on va passer à la partie sur les idées reçues qu'il y a justement sur le vaginisme pour que tu puisses nous dire un peu si c'est vrai ou si c'est faux. Alors la première, c'est qu'il suffit de se détendre pour que ça passe. Pardon, je rigole, mais oui, ça rend fou, c'est vrai, on est d'accord. Oui, mais... non. Ouais, ça rend fou, exactement. Non, parce que s'il suffisait de se détendre, on y a pensé, hein, on n'est pas stupide. Enfin, je dis ça comme ça, mais c'est vraiment un peu le réflexe qu'on a. Quand on nous dit mais juste détends-toi, on se dit ouais, tu crois que j'y ai pas pensé. Enfin, c'est beaucoup plus fort que ça. Hein. Comme j'ai dit, c'est un mécanisme qui met l'aspect psycho, physique. C'est vraiment quelque chose d'indépendant de la volonté. Donc c'est vraiment pas une question de se détendre et pouf, il y a plus rien. Non, parce que sinon il y aurait pas de problème. Ce serait entre guillemets assez facile et il y aurait pas autant d'errance en fait. Donc voilà. On s'en doutait un petit peu. Hein. Du coup, la deuxième idée reçue, c'est tu dis que t'as ça, mais en fait, c'est juste parce que t'as pas envie. C'est un peu une excuse. Oui. Ah oui, complètement. Déjà, non. Vraiment pas. Vraiment pas. Enfin, faut dire que le vaginisme et le désir, ça n'a rien à voir. Enfin, j'entends aussi souvent des partenaires qui disent oui, mais est-ce que c'est parce qu'elle me désire pas? Non, ça n'a rien à voir. Dans la majorité des cas, non. Parce que encore une fois, on en retourne au truc de c'est involontaire, ça part pas de ça peut avoir plusieurs causes. C'est vraiment un mécanisme plus complexe que ça et c'est un peu facile de dire aux personnes c'est juste parce que t'as pas envie. C'est encore en fait leur remettre une charge mentale en plus finalement, qu'on s'en rende compte ou pas. Mais c'est vraiment ça l'aboutissement de ces propos. Du coup, la troisième, c'est que toutes les personnes qui ont un vagin peuvent en souffrir. Oui, c'est-à-dire que d'ailleurs qu'on s'identifie femme ou pas, donc effectivement toute personne ayant un vagin peut en souffrir. On n'est pas plus disposé. Il y a personne qui est plus disposé selon moi en tout cas. Donc là franchement je dirais plutôt oui. Oui, la dernière qu'on avait, tu y as un petit peu répondu quand même, mais on va revenir dessus, c'est qu'une fois qu'on a réussi à le traiter, ça revient jamais. Non, du coup. C'est-à-dire que... Malheureusement. Oui. Oui, mais en fait, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve, je parlais des programmes pour guérir. D'ailleurs, j'utilise jamais le mot guérir, je peux le préciser pour le vaginisme. Hein. On a des promesses miracles, des promesses de guérison, entre guillemets. Et en fait, personne ne peut promettre que ça ne reviendra pas. En fait, on fait notre possible pour travailler dessus et on peut avoir des déclics, ça peut en fait s'apaiser, on peut dépasser un vaginisme, etc. Mais en fait, il peut y avoir des épisodes de vie, ou alors peut-être que moi ça a été mon cas par exemple, j'avais pas tout réglé et du coup mon cerveau il m'a quand même dit attends 2 minutes et travaille quand même encore dessus. Donc en fait, c'est tellement propre à chacun déjà, chacun chacune et je pense qu'on peut pas faire de promesses. Après, je me rends bien compte que ça peut inquiéter et que c'est une inquiétude qu'on a beaucoup quand on fait plus de vaginisme et des fois on a vraiment cette peur de se dire et si ça revient demain. C'est une peur qui peut être très présente et je pense qu'il faut pas non plus se dire ça reviendra forcément. En fait, il faut vraiment garder à l'esprit que chaque personne est différente, que c'est vraiment un mécanisme de défense, c'est un mécanisme assez complexe
Mais que ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que c'est un signal. Et en fait, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que quand on a réussi à le dépasser une fois, on a vraiment les cartes en main pour le refaire. C'est pas impossible, mais ça nous signifie quelque chose. C'est pas facile de se dire ça sur le moment, mais voilà, faut essayer en fait de prendre un petit peu de recul. Mais non, c'est pas impossible que ça revienne. On essaye de faire en sorte que non. Mais voilà, l'esprit est complexe et des fois le corps réagit et voilà. Super. Et est-ce que tu aurais, sinon autrement, bon, alors il y a ton compte Instagram, mais un autre compte Instagram, un livre, un film, un outil, quelque chose qu'on pourrait recommander à nos auditrices et nos auditeurs pour aller plus loin sur ce sujet, pour en apprendre davantage? Ouais, je pense à un livre en particulier qui est le seul livre, je pense, sur le vaginisme que je conseillerais. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est Vaginisme, mais au pluriel. Donc Vaginisme avec un S, de Angela Bonneau et de Margot Morel. Donc qui sont sexologues et sexologues ostéopathes, si je me trompe pas. Et c'est vraiment, vraiment pas mal. Je l'ai trouvé vraiment bien, assez complet, ça explique beaucoup de choses. Je pense que c'est vraiment utile pour effectivement avoir quelques infos et quelques pistes de réflexion, en fait, l'air de rien. Oui, puis le fait que ça soit au pluriel, ça illustre ce que tu disais, qu'en fait, toutes les personnes qui souffrent de vaginisme peuvent l'avoir à un niveau différent, provoqué pour des raisons différentes, qu'en fait, finalement, voilà, on est toutes différentes, quoi. Oui, exactement. Et est-ce que pour terminer, tu aurais peut-être un petit mot de la fin, une petite note positive pour finir cet épisode? Oui, bien sûr. Non, alors bien sûr, il y a du positif. Je sais que c'est pas toujours facile, comme je l'ai dit, et que c'est pas évident de prendre du recul sur le coup. Mais quelque chose alors c'est un peu abstrait dit comme ça, mais c'est quelque chose qui se prend bien en charge. Comme j'ai dit, le gros défi, c'est de trouver les pros adaptés, les approches adaptées, mais que globalement, en fait, au final, on peut y arriver. Et que c'est pas du tout impossible, mais que voilà, ça peut être un peu des montagnes russes, c'est pas grave, ça peut être dur sur le moment, je le comprends entièrement, mais faut essayer de se dire qu'au final on peut y arriver. Merci beaucoup Lauriane. Merci. Merci à vous. On espère que cet épisode t'aura plu et t'aura intéressé. Tu peux retrouver toutes les informations concernant Lauriane dans la barre d'infos, son compte Instagram et le lien vers son e-book. Si d'ailleurs tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous les poser sur Instagram. Tu peux nous retrouver là-bas, on se fera une joie de te répondre ou alors de renvoyer les questions à Lauriane pour qu'elle réponde. N'oublie pas de t'abonner à notre podcast et de nous laisser une note sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Tu peux aussi nous retrouver sur notre Instagram. Et quant à nous, on te souhaite une bonne semaine et on se dit à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao les meufs!